Moi, je m'appelle Fabien Licard, je travaille autour du mental, du divertissement et du partage sur 3 éléments. Une chaîne YouTube que j'ai créée il y a 2 ans, qui est suivie par à peu près 750 000 personnes. Un spectacle, du moins plusieurs spectacles parce que j'en suis à mon 3e, j'ai commencé en 2011. Et aussi par le biais des livres, ça j'ai commencé il y a 1 an en publiant mon premier livre, le 2e sort cette année. L'axe principal, le mental, le mentalisme, soit pour bluffer, soit pour s'optimiser, soit simplement pour partager des astuces. Alors, pourquoi le mentalisme? Déjà, il faudrait définir ce mot. Mentalisme, en fait, il n'y a pas de définition ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. Donc, chaque mentaliste est à la fois quelqu'un qui dit la vérité et qui ment, puisqu'il n'y a pas de définition. Moi, j'ai choisi ce mot-là à terme parce que je trouvais que c'était un beau sac fourre-tout pour mettre toutes mes passions à l'intérieur, qui étaient principalement la psychologie de l'homme, la psychologie des foules, l'influence, l'illusionnisme, le bluff, la mémoire, le calcul mental hyper rapide. Je me suis dit, voilà, derrière l'enveloppe du mentalisme, ça marche bien. Il y a encore même un siècle ou deux, le mentalisme c'était plutôt ésotérique. Voilà. Donc il y a plein de définitions. Donc jamais je me suis levé en me disant « Hey, je vais être mentaliste !» Non, je me suis levé avec des passions, depuis l'âge de 8 ans, tout ça, ça me passionne. Et un jour je me suis dit « Hey, ce mot permet d'englober tout ça. » Il y a quelques années, quand je parlais de mentalisme, personne ne savait ce que c'était. Alors que depuis qu'il y a eu la série, personne ne sait ce que c'est, ça n'a rien changé. En fait, on connaît le mot, mais on ne sait toujours pas exactement ce que c'est. Donc on va dire tout ce qui a rapport au mental. Donc après, le mentalisme, je m'en sers dans des domaines spécifiques, on l'a vu en vidéo, durant les spectacles, dans les livres. Et la question récurrente, c'est celle que vous m'avez posée, à savoir est-ce que je m'en sers dans ma vie quotidienne ou dans ma vie professionnelle? Alors à la fois oui et non. C'est pas un discours de politicien, mais oui, parce que ce que je sais faire, je sais le faire. Donc je ne vais pas me cacher les yeux sur la détection du non-verbal, par exemple, savoir quelle émotion ressent quelqu'un. C'est un petit peu comme si vous regardiez un panneau avec écrit un mot en très gros et que je vous disiez ne lisez pas ce mot. C'est impossible, vous le voyez, vous le lisez, c'est instantané. Ben moi j'ai des réflexes comme ça. Donc sans même le vouloir, parfois je fais des choses, mais des choses pas graves du tout. Et puis des choses qui peuvent être liées aussi à l'intuition. Parfois les gens disent je pressens que. Ben moi je le pressens et en plus je le valide avec des techniques rationnelles. Donc ça peut m'arriver. Mais je m'en suis servi par exemple pour un entretien d'embauche il y a très longtemps où dans la salle d'attente, juste avant mon passage, il y avait la brochure de la société qui faisait 90 pages je crois et je l'ai apprise par cœur. Alors pas au mot à mot, mais je savais de quoi parlait chacune des 90 pages et quand je suis rentré en entretien en individuel, ben, je disais, par exemple, voilà, telle valeur, comme vous le répétez, page 34 de votre livret, et la personne était extrêmement bluffée, et ça, c'était une mise en application de la mémoire et de la table de rappel qui m'a servi dans un contexte semi-pro. Est-ce qu'on peut se servir du mentalisme en fait dans le cadre du travail, du non-verbal, pour savoir si quelqu'un nous ment, pour savoir si quelqu'un nous manipule? Bon, déjà, sachez qu'on se manipule tous en permanence, mais on le fait plus ou moins sciemment et avec plus ou moins de volonté de nuire. Parfois, c'est juste pour convaincre de l'importance d'un projet, par exemple, et c'est tout à fait défendable. Ce qu'on peut déjà faire, c'est essayer d'analyser la vraie émotion que vit la personne. Parce que le but de tout ça, au travail, c'est d'optimiser en fait l'équipe. Donc le management, même si on n'est pas à la tête du management, on fait partie d'un management sans le vouloir en permanence parce qu'on est en rapport avec d'autres collègues. Donc même par en dessous, en fait, par infériorité hiérarchique, on manage quand même la personne qui nous parle. Donc si on détecte dans quelle émotion elle est, on va pouvoir aussi être un petit peu plus ouvert, plus à l'écoute humainement et obtenir plus de choses en termes de productivité parce qu'on sera en empathie. Donc il y a les micro-expressions qui sont importantes pour ça, à savoir la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, le mépris, etc. Et je crois que je les ai tous dit d'ailleurs. Et un truc très simple, on peut repérer par exemple si la personne est en train de faire un vrai sourire. Le sourire, c'est la meilleure manière de cacher la tristesse. Et si la personne est triste, même si ce n'est pas lié au travail, ce serait peut-être bien de le déterminer pour pouvoir agir en fonction, peut-être la décharger à ce moment-là, ou lui demander ce qui ne va pas pour qu'elle aille mieux et qu'elle soit ensuite à son max derrière. Un vrai sourire, ça se détecte avec le sourire de Duchenne. C'est-à-dire que si je fais juste un sourire comme ça, on peut penser que je souris. Mais si vous cachiez le bas de mon visage, juste en regardant les yeux, vous pourriez dire ce mec-là n'est pas en train de sourire. Quand on est en train de sourire, un vrai sourire sincère, on a les pommettes qui remontent et plein de petites rides qui apparaissent au visage, c'est ça qu'on appelle le sourire de Duchenne, qui fait que si là maintenant on est en train de cacher mon visage, on peut lire quand même dans mes yeux cette espèce de pétillement, c'est ça le vrai sourire.
Donc on peut aussi détecter la colère. Ça c'est intéressant de voir si quelqu'un est très énervé, si les narines se dilatent, si on a les sourcils qui commencent à froncer légèrement, si on a un regard qui se plisse un petit peu, une crispation de la mâchoire, un déglutissement un peu plus rapide. On se dit ok, elle est très énervée, c'est peut-être pas le moment de lui demander de faire quelque chose, etc. Je vais peut-être revenir un petit peu plus tard et laisser passer la tempête. Ça c'est pas mal pour les interactions entre collègues. Ensuite oui, effectivement on peut voir si quelqu'un ment. Alors, on ne sera jamais sûr à 100% que quelqu'un ment. Ni un homme, ni une machine ne peut être sûr de ça. Ça nous appartient et encore heureux. Par contre, on peut repérer plein de signes qui, s'ils vont tous dans la même direction, donnent une forte probabilité que la personne est en train de mentir. Premier signe, c'est si la personne qui vous raconte quelque chose de contextuel, c'est-à-dire pourquoi elle est arrivée en retard. Si pendant qu'elle vous raconte ça, elle vous fixe du regard tout le long, c'est probablement un mensonge. Il y a une légende urbaine qui dit que quand quelqu'un regarde pas dans les yeux, c'est qu'il ment, c'est plutôt l'inverse. La personne qui ment a tendance à regarder dans les yeux parce que déjà, elle n'a pas besoin de chercher dans ses souvenirs et donc de décrocher le regard. La deuxième chose, c'est qu'elle a besoin de voir que vous êtes en train d'avaler son mensonge, de le gober. Donc elle va vous regarder encore plus fixement parce qu'elle va un peu analyser vos réactions. La deuxième chose, c'est si le contexte est très serré, si l'histoire est très factuelle, s'il n'y a pas beaucoup de détails inutiles, c'est probablement un mensonge. Parce que si je vous raconte quelque chose, ou si vous me racontez quelque chose qui vous est arrivé, vous allez me saouler avec des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, j'étais dans un bar la semaine dernière, c'était plutôt il y a 8 jours, quoi. Donc la semaine d'avant, bref, peu importe. Et on a tendance comme ça à préciser des choses qui sont parfaitement inutiles, et c'est normal qu'on raconte un vrai souvenir parce qu'on le refixe en même temps. Alors que quand on ment, on n'a pas besoin de ça, on est très précis. J'étais dans un bar il y a 5 jours, avec telle personne, et on a parlé de ça. Si on rajoute rien autour, c'est quand même très étrange. On a toujours des anecdotes inutiles à raconter. Si vous avez un doute sur le fait qu'une personne mente également, vous pouvez lui demander, alors soit en mode Colombo questionnaire, soit d'une manière un peu plus fine, de raconter l'histoire à l'envers. Donc elle vient de terminer son histoire avec son client soi-disant qu'elle a vu à tel endroit, etc. Vous lui laissez tout bien raconter et vous à la fin, vous lui refaites faire step by step mais à l'envers. Et d'accord, et donc c'est comme ça que vous êtes quitté. Et avant, vous étiez juste où déjà? Ah oui, dans tel restaurant, ok. C'est là qu'il t'a parlé de quoi déjà exactement? Ah oui, voilà, de ça. Ouais. Parce qu'avant, vous aviez rendez-vous à quelle heure? Et c'est très compliqué pour un menteur. Bah déjà, pour quelqu'un qui dit la vérité, c'est pas facile de raconter l'histoire à l'envers. Mais pour quelqu'un qui ment, c'est très dur parce qu'il a inventé son mensonge dans un seul sens linéaire. Il ne peut pas le reséquencer et dire juste avant j'étais là, donc vous allez voir la gêne. Vous allez voir à quel point la personne est bloquée et ça peut lui mettre le nez un petit peu dans son mensonge. Après, vous pouvez éviter de vous faire manipuler aussi. Il y a plein de petites techniques de manipulation, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont plus ou moins faites consciemment, mais qu'on peut désamorcer. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment manipuler quelqu'un, parce qu'on peut s'en protéger. Donc si j'ai envie de vous manipuler, par exemple, peut-être même inconsciemment, que j'ai envie non, ou plutôt que j'ai pas envie de sortir ma deuxième lumière pour faire cette vidéo. Je vais plutôt vous dire, vous savez, dans 80% des cas, une seule lumière, ça suffit. Vous allez dire, oh oui, il doit avoir raison. Vous savez que ce chiffre, je l'invente. Même moi aussi, je le sais que je l'invente. Mais le pouvoir d'autorité des chiffres fait que quand même, vous allez accepter ça un peu plus facilement. Donc quand vous entendez par exemple un chiffre qui sort de nulle part, c'est intéressant de dire mais pourquoi dans 80%? Enfin, tu as lu une étude ou quelque chose là-dessus? C'est typique des gens qui disent 95% des gens pensent ça, quoi. Ah bon, mais tu as lu ça où? C'est très intéressant. Et la personne va dire bah non, nulle part, je dis ça comme ça. Ah oui, donc en fait, on ne sait pas. Voilà, on n'est pas obligé d'être agressif, mais on peut désamorcer comme ça des tentatives de manipulation. Il y a la manipulation par le oui aussi, qui est très utilisée comme ça entre collègues au bureau. C'est-à-dire, j'ai besoin que tu fasses une tâche très importante pour moi, mais assez lourde. Je sais que si je la demande comme ça, mon collègue ne va pas la faire. Donc, je vais peut-être la séquencer un petit peu et l'amener à dire oui 2-3 fois. Et sur un chemin vertueux du oui, il ne pourra plus dire non après. C'est très compliqué après de dire non. Si par exemple, on doit déménager tout le bureau d'un endroit à un autre, chose très simple, je vais juste lui dire tu seras libre toi demain vers 14 h? Non, parce qu'il faudra peut-être que je passe te voir. Oui, ok, super. Et puis un petit peu plus tard dans la conversation, à 14 h demain, je te demanderai aussi juste un petit coup de main pour ramener l'imprimante du bureau 1 au bureau 2, ça ne dérange pas? Ok, ça, super.
Et puis quand il va arriver, ah ben en fait il y a aussi tous les cartons, mais ça va nous prendre 10 minutes, ça te dérange pas? Oui, super. Puis au final, il fait tout le déménagement tout l'après-midi. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Donc c'est toujours intéressant, pareil, quand on vous demande quelque chose sur un début de piste, on sent que c'est un début de conséquences, de fixer les choses. T'es libre demain à 14 h? Bah ça dépend, explique-moi, c'est pourquoi? Ah, et oui, bah ça je peux t'aider, oui, pour ton imprimante, bien sûr. Par contre, pas plus, hein, si jamais il y a autre chose, moi après, il va falloir que je reparte. Voilà. On peut verrouiller comme ça, ce genre de choses. Bon, il y a plein de choses, on pourrait en parler durant des heures. Alors, il y a plein de manières de travailler différemment avec le mentalisme. Déjà, on peut améliorer sa communication. Il y a 3 canaux de langage principaux qui sont le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Si on utilise ces 3 canaux de langage quand on parle à plusieurs personnes, on va être compris de 100% des personnes. Donc, on va optimiser sa manière de communiquer. Ça veut dire aussi que si on voit que quelqu'un est un visuel quand il parle, c'est-à-dire qu'il va dire « je vois », et non pas « je pense » ou « j'entends ce que tu dis », plutôt « je vois ce que tu veux dire », c'est un visuel. Essayons de parler visuel aussi avec lui, il va mieux nous comprendre. Il y a beaucoup de ressources sur Internet qui vous renseigneront beaucoup plus là-dessus. C'est de la programmation neurolinguistique. On peut aussi s'optimiser en pratiquant l'art de savoir se concentrer, l'art de savoir faire un focus, l'art de la charge de travail dans l'organisation. Par exemple, saviez-vous que pour bien apprendre quelque chose ou travailler focus sur quelque chose, il faut travailler 20 minutes et faire 5 minutes de pause, puis 20 minutes et 5 minutes de pause. Nous, on a tendance au travail à vouloir être productif. On travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Non, non, la pause est essentielle, elle est importante tant pour le cerveau que pour la charge mentale, que pour l'acquisition et que pour la réelle productivité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en surcharge mentale, ce qu'il fait d'habitude en 20 minutes, il va le faire en 2 heures. Ce n'est pas du tout intéressant, ni pour la personne, ni pour l'entreprise, ni pour le bien-être en général. Donc on peut aussi pratiquer des méthodes d'organisation telles que la méthode Kaizen, la méthode des petits pas. Si on a une tâche spécifique à faire, la découper en plein de tâches qui vont faire que déjà on a une meilleure vision, la montagne paraît moins dure à franchir, mais en plus on va déclencher dans son cerveau un petit peu d'endorphine à chaque fois qu'on réalise une tâche et qu'on la raye, parce qu'on a la satisfaction. Voilà, il y a plein de méthodes, il y a plein de techniques liées au mental qui permettent de se sentir mieux au travail et donc d'être plus productif en communiquant mieux avec les autres. Alors évidemment, on pourrait parler des tips de mentalisme lors des entretiens d'embauche, côté recruteur ou côté candidat. Côté recruteur, il faut déjà avoir soi-même une bonne position, une position avenante. Et puis, sans chercher à piéger la personne qui est en face de vous, vous pouvez regarder ses attitudes. Alors, comment elle est assise? Est-ce qu'elle est avachie? Est-ce qu'elle est reculée? Est-ce qu'elle est stressée? Essayez de détecter son émotion. Ça va vous permettre aussi de comprendre comment elle est. Si la personne est trop stressée, ça veut dire que votre grille de lecture va être faussée sur votre ressenti. La première impression n'est pas toujours la bonne dans ces cas-là. Par contre, si elle est trop confiante, trop sûre d'elle, alors là, la première impression risque d'être la bonne et à vous de voir si vous voulez ce profil dans votre équipe. Mais ce qui est très important, c'est de déterminer son profil idéal sur une feuille et de comparer ce profil idéal à la personne qu'on est en train de voir au fur et à mesure. Lui poser des questions qui n'ont rien à voir peut être aussi très intéressante, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec ce travail, quelle est votre passion dans la vie, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Et vous allez voir comment est la personne quand elle est à fond sur quelque chose. Et ensuite, plus loin dans la conversation, vous allez lui poser des questions sur son poste, celui qu'elle veut. Par exemple, si elle veut être commerciale, vous, est-ce que vous aimez aller au contact clientèle? Et vous allez pouvoir comparer un petit peu l'état d'excitation dans lequel elle était en parlant de ce qui la passionne avec ce moment-là. Établissez comme ça des grilles de lecture et vous pourrez voir un petit peu mieux si la personne est en train de dire ce qui vous fait plaisir d'entendre ou si elle est réellement sincère. Côté candidat, là ce qui va être intéressant, c'est de regarder l'attitude du recruteur en permanence et surtout la manière dont il se tient par rapport à vous. Si la personne vous pose une question et qu'au fur et à mesure qu'elle écoute, elle se recule, c'est qu'elle décroche et qu'elle s'ennuie. C'est rationnel, c'est complètement rationnel. Donc à vous de clouter cette partie de la réponse, même si c'est lui qui a posé la question, hein, pour vite passer à autre chose. Si au contraire la personne est en train de s'avancer un petit peu comme ça, et que vous la voyez à l'écoute, allez-y, continuez et déroulez, même si vous aviez d'autres choses sur d'autres sujets à aborder, allez dans le sens de son intérêt. Si vous avez capté l'attention du recruteur, c'est quand même les 3/4 du chemin qui sont faits. Et vous voyez ça? Ben, c'est un chiffre que je sors de nulle part. Ensuite, comme quoi ça marche, hein. Ensuite, on a évidemment des tips pour la négociation de salaire. Là, ce serait peut-être un petit peu long de tous les donner, mais la première chose, faites un point avant
de pourquoi vous voulez être augmenté, pas par rapport à votre situation personnelle, mais par rapport à votre situation professionnelle. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous devez être augmenté? Quels sont tous vos points forts et vos points faibles, mais quels étaient aussi vos points forts et vos points faibles quand vous êtes arrivé dans l'entreprise? Et pourquoi aujourd'hui vous considérez que vous avez une valeur ajoutée? Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, quand vous allez parler à la personne de l'augmentation et que vous allez l'argumenter, si cette augmentation vous est refusée, vous devez demander absolument le « qu'est-ce qui aurait fait que j'aurais eu cette augmentation ?» Donc quel est le « mais ?» Et c'est ce fameux « mais » qu'il va falloir régler. Si la personne vous dit « alors, on t'aura bien augmenté, mais tu n'es pas encore très bon sur Photoshop, contrairement à tous les autres collègues qui sont payés plus que toi. » C'est super, on a un « mais », on va le régler. Donc vous lui dites « donc là, je vais utiliser mon droit à la formation. » Pour faire une formation sur Photoshop, donc après on est d'accord, mon augmentation, elle sera validée. Et à chaque mais qu'il va proposer, vous-même vous proposez une solution et vous demandez à avoir un engagement de sa part d'être augmenté une fois que ce mais-là est réglé. Et après, il y a deux solutions. Ou tout se passe bien, c'est accepté, vous êtes augmenté, ou la personne trouve d'autres mais, ou en tout cas fait un faux fuyant pour ne pas vous augmenter, et là, soit vous l'acceptez, c'est tout à fait possible, vous acceptez de ne pas être augmenté, soit il est temps de commencer à regarder ailleurs parce que vous considérez que vous avez une valeur ajoutée et que vous n'êtes pas payé à votre juste salaire. Et donc, vous pouvez être aussi proactif dans ce cas-là.